Moi aussi, je suis maman. Je suis pas juste étudiante. En janvier dernier, j'étais tunisienne. J'étais engagée génétiquement dans ce qui a été nommé par les Français la révolution du jasmin, ce qui l'a réduit à une révolution parfumée de folklore, alors qu'elle est purement la révolution pour la démocratie. Toute mon âme était là-bas avec ma famille dans les rues de Tunis. J'ai vécu d'ici la révolution de mon père, de mes frères, de ma tante, de mes cousines, de ma grand-mère, de mon grand-père, puis de toute ma génération. J'ai traîné mon angoisse comme une crise d'asthme pendant des semaines. Mon père est là-bas parmi des dizaines de milliers de manifestants, des dizaines de milliers d'histoires de torture et d'humiliation recueillies dans les rues de la capitale. Mon père respire des gaz lacrymogènes, puis il me crie au téléphone des mots qui nourrissent mon angoisse, mais qui agissent comme un virus qui me donne des vertiges, des envies de révolution. Je veux être là-bas avec eux, crier avec le peuple, participer à quelque chose de géant. Planquée dans ma belle province, j'étais pétrifiée par la peur, mais aussi par l'admiration. Puis le 14 janvier, le cri le plus beau, les mots les plus étranglés de bonheur sortent de la gorge de mon père. Saïda, devine quoi? Oui, papa, Ben Ali est parti, Ben Ali Kibéris. On a gagné, on est libre, Saïda. Je m'étais promis que si je vivais encore sous la dictature à mes 50 ans, que je quitterais la Tunisie. Mais j'en ai 51 et demi, c'est pas mal, hein, ma fille? Oui, papa, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse, vive la Tunisie. On est un grand peuple, ma fille. J'ai jamais été aussi fière de mon pays. Oui, papa, je t'aime, ma fille. Le triomphe du nous. L'euphorie de la victoire, qu'est-ce que ça fait? Plus tard, mon père m'a expliqué que ça fait qu'on n'a plus de barrières, qu'on a envie de se prendre dans nos bras, de s'embrasser, de se faire la bascule, de se faire l'amour. L'euphorie, c'est pur, c'est libre, c'est fou. On le contrôle plus et on pleure, ma fille, on pleure. Depuis janvier, je vibre comme une corde de violon. Je regarde ce qui se passe dans mon monde où il n'y a plus de loin là-bas. Puis je me dis, si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Depuis le 2 mai, je suis raide comme une flèche sur un arc tendu. Mon Québec sort de son coma de 15 ans. Je regarde la clé qui pend dans mon cou, puis je me dis, il faut qu'on court au plus vite, se mettre à l'abri dans notre maison avant que la marée bleue nous engloutisse puis nous efface pour de bon. Une marée que le Québec a rejetée à 83%. Je lève la tête, puis je vois autour de moi des gens qui ont la même clé autour du cou. Je les vois gratter leur cicatrice d'il y a 15 ans en se demandant « Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est maintenant que je déterre mon rêve que j'ai enfoui bien profondément sous des couches d'amertume bien lourdes? Est-ce que je suis prêt à revivre ça? » Puis je tends l'oreille, j'entends plusieurs personnes de ma génération commencer à évoquer ou à carrément affirmer qu'il serait temps de se divorcer du vieux cow-boy obtus, méprisant, arrogant, inculte et rétrograde couché à côté de nous, et que c'est la seule façon de sauver notre peau. Puis tout à coup, il y en a un, puis deux, puis trois, qui me regardent, puis ils remarquent ma clé. On sourit, on se reconnaît. Ouais, on est de la même gang. J'y crois, moi. Vous? Ouais. Ça vous tente-tu? Ça nous fait peur, on va se faire bouffer. Hey! On a tout ce qu'il faut! Le Québec est riche. Avec ses 8 millions d'habitants, il est plus populeux que 120 pays qui siègent aujourd'hui à l'ONU. Ses ressources naturelles comptent parmi les plus importantes au monde. Sa population est parmi la plus scolarisée de la planète. Son économie est parmi les plus modernes et les plus compétitives. Ses instruments de solidarité sociale sont parmi les plus équitables qu'on puisse trouver aujourd'hui sur la Terre. Sa culture apporte une contribution reconnue au patrimoine de l'humanité. Le Québec est un secret trop bien gardé. Vous avez... envie de le faire émerger puis qu'il se fasse entendre à l'international. Puis il y a de la place pour tout le monde qui veut nous aider à le construire. On pourrait même accueillir les futurs réfugiés du parti de boîte de conserve de l'autre bord. Puis dans notre révolution de la fleur de lys, on n'a pas à avoir peur que les ultra-religieux prennent le pouvoir. C'est déjà fait. OK, mais on fait ça comment? J'ai l'impression que je connais rien, que j'ai pas le vocabulaire pour défendre mes idées. Je connais pas mon histoire. Je le sais. Puis ça, ben, c'est pas de ta faute. Ici,
on est victime d'une ablation de la mémoire, on cultive l'ignorance. Ce qu'on t'a enseigné à l'école sur l'histoire de ta nation, c'est une histoire tellement diluée que de nos Premières Nations, il reste que des plumes, et que de nos batailles, il reste que les termes honteux et diffamatoires de fermés, de racistes, d'extrémistes, de terroristes, d'obscurantistes, de nazis, de fascistes, puis d'enfants gâtés. Hey, c'est normal que tu sois perdu. Une nation amputée de son histoire, c'est une nation orpheline. Maintenant, si tu veux savoir qui t'es, il faut t'informer, t'instruire sur le présent, le passé, puis l'avenir. Tu vas voir, plus t'en sauras, plus tu vas te connaître. Puis plus tu t'affirmeras, plus tu vas être bien avec toi-même. Ensuite, on va devoir recommencer à réfléchir, à se questionner, à douter collectivement, en personne, puis sur les médias sociaux. Que l'exercice de la réflexion devienne une hygiène quotidienne. Il faut vivre dans notre société, la pénétrer pour la comprendre. Il faut se mobiliser, se parler, se faire confiance, puis s'aimer surtout. S'aimer beaucoup. Parce que c'est en gang qu'on va le construire, ce pays-là. Il faut arrêter de sous-estimer notre peuple. Il faut commencer à le rêver, ce pays-là. Oser dire à voix haute, sans avoir l'impression de se compromettre. Sans crainte d'être traité de marginaux ou de spoiled children par des éditorialistes qui cachent sous l'anonymat leur visage de petits Christ frustrés. Que l'idée vienne au monde entre nos deux oreilles, puis qu'elle se propage dans tout notre corps, qu'elle se reconnaisse dans nos gènes, puis qu'elle s'enracine dans nos veines. Puis quand elle nous aura pénétré jusqu'à la moelle, il n'y aura plus rien qui nous fera douter que oui, c'est ce qu'on veut. Parce que oui, c'est la meilleure chose pour sauver le Québec de l'asphyxie qui s'en vient. Et que non, personne ne peut décider ce qui est bon pour nous, sauf nous. Alors là, on pourra partager quelque chose de vrai, de solide, de rassembleur, de géant. La fierté. Mon père m'a dit plus tard que la révolution tunisienne appartenait aux jeunes, que c'est grâce à leur courage et à leur action militante que le dictateur avait fui. Parizeau a dit dans son discours du 30 octobre 1995, mais ça, tout le monde s'en souvient moins. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, puis qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Ben, tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. Ben, on est là, debout, une génération plus tard, avec notre clé attachée autour du cou, puis Christ qu'on veut rentrer chez nous.